Vous êtes sur France 3 Alsace, bonjour à tous, merci d'être avec nous dans un peu moins de 4 jours, le dimanche 12 juin. Nous sommes appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives et on s'intéresse aujourd'hui à la deuxième circonscription du Bas-Rhin comprenant Strasbourg-Sud et Illkirch. Un débat inédit en effet. France 3 Alsace donne la parole aux électeurs. Des citoyens viendront interroger les 5 candidats invités. Et justement, sur ce plateau, nous avons le député sortant, Sylvain Wasserman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du MoDem, engagé pour la majorité présidentielle. Nous avons également Emmanuel Fernandez. Vous représentez la Bonjour. France Insoumise pour la NUP. Bonjour. Et nous avons également un autre candidat de gauche, du Parti radical de gauche, Thibault Vinci. Bonjour. Bonjour. Et puis Ombeline du Parc du Rassemblement National, bonjour. Bonjour. Et enfin, Alexandre Wolf-Samaloussi pour les Républicains. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis vous allez découvrir sur votre écran la liste des 9 autres candidats dans cette deuxième circonscription du Bas-Rhin. Alors avant de démarrer le débat, je vous propose de revoir les contours de cette circonscription. On va voir la carte, elle regroupe les quartiers sud de Strasbourg et la commune d'Illkirch, une population très hétéroclite. C'est même le grand écart parfois entre les territoires très populaires du Neuf-Stockfeld et ceux plutôt favorisés du Neudorf ou d'Illkirch. Une grande mixité donc qui en fait une circonscription plutôt jeune. Regardez les chiffres, l'âge moyen est de 37 ans, le salaire médian un peu au-dessus du SMIC et dans la circonscription, 23% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà pour la carte d'identité. Nous allons donc tenter dans ce débat d'être au plus près des préoccupations de nos électeurs avec nos citoyens. Vous les apercevez, ils sont là sur le plateau. Avec eux, nous aborderons l'inflation, la situation des étudiants, des entreprises, de l'hôpital et puis aussi la question du désintérêt pour la politique. On démarre donc avec le pouvoir d'achat. Faut-il encore le rappeler, préoccupation majeure des concitoyens. Alors, l'inflation, comment y faire face? Et on démarre avec Nicole Bauer. Bonjour tout le monde. Bonjour Nicole Bauer, merci d'être avec nous. Vous êtes retraitée du secteur bancaire, vous avez 69 ans, vous habitez la commune d'Illkirch. Nicole, comme beaucoup d'entre nous, la montée des prix vous inquiète. Oui, en effet, donc la montée des prix m'inquiète. Mes dépenses alimentaires, par exemple, ont augmenté de 8% depuis le mois de mars. Mais ce n'est pas le poste qui pèse le plus sur mon budget. Ce qui m'inquiète, c'est l'augmentation des dépenses d'énergie, le gaz et l'électricité notamment, qui ont augmenté de 12% par rapport à l'échéancier annuel que j'avais mis en place pour éviter les surprises. Et alors, quelle serait votre question aujourd'hui, Nicole, pour les candidats ? Pour les candidats, j'ai une question très simple, puisque j'aurais encore voulu dire que dans mon budget, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Notamment, il n'y a pas que les dépenses énergétiques et l'alimentaire. Pour les retraités, il y a les complémentaires santé, qui sont donc à notre charge entièrement. Il y a les taxes foncières, qui ont, depuis 1984, augmenté de 12% à aujourd'hui. Donc, c'est pour expliquer qu'en fait, ma retraite n'a pas augmenté depuis 2014. Je suis à retraite 2014, elle n'a pas augmenté depuis ce temps. Et ma retraite, elle fond comme peau de chagrin. Donc, et donc, votre question, Nicole, s'il vous plaît ? Eh bien, ma question est simple. Quelles sont vos propositions concrètes pour nous, les retraités, pour améliorer notre pouvoir d'achat qui ne cesse de se détériorer? Alors, vous êtes tourné naturellement vers Sylvain Wasserman. On vous écoute. Mais d'abord, bonjour Nicole. Bonjour. Cette préoccupation que vous exprimez, j'ai pu m'en rendre compte notamment j'ai tourné avec une tonnelle orange, vous m'avez peut-être vu au détour d'un marché, je l'ai fait 65 points différents dans la circonscription. Effectivement, c'est une préoccupation du quotidien qui transparaît beaucoup. Très concrètement, et pour répondre, vous savez que si le président de la République a une majorité, dès cet été, il y aura une loi d'urgence sur l'inflation et le pouvoir d'achat, avec une indexation directe
des retraites sur l'inflation, entre 4 et 5% d'augmentation. Vous avez souligné la taxe foncière. Il faut rappeler que la taxe d'habitation a été supprimée. Et que, au passage, à Strasbourg, c'était très cher, entre 700 et 800 euros dans le budget des familles, et que la taxe télé sera également supprimée, c'est 138 euros. Après, sur la logique de l'inflation, je crois qu'il faut simplement dire qu'il y a un bouclier sur l'énergie. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, 130% d'augmentation des prix du gaz en un an. 130% en Allemagne, à peu près pareil en Italie. Et juste un point, et je m'arrêterai là-dessus, ce bouclier fiscal, il va falloir qu'on travaille pour vérifier comment il s'adapte au modèle local de l'énergie que nous avons, pour être certain qu'il couvre complètement, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui, les logiques du modèle spécifique avec ES, GDS qu'on peut avoir ici. Alors, Sylvain Wasserman, Elisabeth Borne, la Première ministre, a annoncé ce fameux virement alimentation pour la rentrée. Ça fait un peu tard, non? Pour l'urgence, elle est aujourd'hui. Mais d'abord, il faut les élections, il faut une majorité à l'Assemblée, il faut que les députés qui seront élus puissent définir exactement les dispositifs et les budgets. Donc ça nécessite évidemment le rendez-vous démocratique d'abord, et suivant les députés qui y seront, évidemment, de prendre les mesures adéquates. Mais tout ça signifie des budgets, et les budgets sont votés par l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. Donc tous les rectificatifs et ajustements budgétaires passent par l'Assemblée nationale. Emmanuel Fernandez, comment répondre à l'urgence? 5,3% d'inflation au mois de mai? Effectivement, bonjour Madame Bauer, merci pour votre témoignage. Il y a une urgence sociale, dans ce pays qui touche effectivement les retraités, mais qui touche l'ensemble de la population. Alors, il y a deux leviers pour jouer sur le pouvoir d'achat. Il y a ce qui rentre, il y a les revenus, et il y a également le coût de ce qu'on acquiert et de ce qu'on achète. Nous jouerons sur ces deux leviers, c'est-à-dire que nous augmenterons le SMIC à 1500. On va en parler dans quelques instants. On va en parler, mais également les retraites, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune retraite pour une carrière pleine qui sera en dessous du SMIC revalorisé, donc à 1500 euros net. Également le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires et le rattrapage des 10 dernières années. Pour ce qui est du coût de ce qu'on acquiert, nous bloquerons les prix d'un panier de denrées alimentaires de première nécessité, également des carburants, puisqu'effectivement, vous avez raison, Madame Bauer, aujourd'hui, quand on habite particulièrement dans un quartier comme Stockfeld ou le quartier Ampère, qui sont relativement enclavés, pour sortir de son quartier et pour rejoindre son lieu de travail ou aller déposer ses enfants à l'école, eh bien, faire un plein d'essence à plus de 100 euros, ça n'est pas possible. Ça n'est pas je me permets de revenir sur le fameux... Le prix sera bloqué à 1,40 €. Le blocage des prix sur ce fameux panier, comment on bloque les prix? Comment on bloque le prix de la baguette, par exemple? Alors, c'est simple, par le Code du commerce. Il existe un article du Code du commerce, le 410-2, qui permet, dans une situation exceptionnelle, et nous sommes dans une situation exceptionnelle de crise sociale, d'urgence sociale, nous utiliserons cet article du Code du commerce. Et qu'est-ce qu'on dit au boulanger du quartier qui, lui, ses matières premières explosent, le prix de ses matières premières explose, et lui doit se tenir à un tarif qui, à un moment, il n'a plus de marge? Qu'est-ce qu'on lui dit à ce petit boulanger? Alors, les artisans, les PME, les TPE seront évidemment soutenus. Vous savez qu'on revoit également de manière totale le système fiscal, le système de l'impôt sur les sociétés, qui deviendra progressif. Donc nous allégerons très rapidement les charges des petites structures. Nous mettrons également en place une caisse de péréquation qui permettra aux petites structures d'absorber ces mesures. Donc non, ce ne sera pas une mesure qui sera prise contre les artisans, et les petites entreprises, elles seront soutenues, évidemment. Ombeline Duparc, vous êtes plutôt pour la suppression de la TVA sur ce fameux panier de première nécessité? Exactement, la suppression de la TVA, parce que en fait, l'inflation, ce n'est pas aux entrepreneurs, c'est pas aux entreprises, c'est pas aux commerçants d'en soutenir le coût, c'est évidemment à l'État. Effectivement, on s'en rend compte. Alors, vous, les retraités, mais moi, j'ai 3 enfants, 3 ados, je le sens à chaque fois que je vais faire mes courses au supermarché, que l'inflation devient délirante, ou à chaque fois que je vais faire mon plein d'essence. Alors, avant de vous détailler les mesures que je propose... Est-ce que c'est une mesure juste? De supprimer la TVA, oui, c'est une mesure pour tout le monde. Certains vont en profiter alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. C'est une mesure juste parce que tout le monde l'a subi, l'inflation. Il y en a chez qui elle est plus pesante que d'autres, ceux qui ont des petites retraites, ceux qui ont des petits revenus. Parce qu'effectivement, les retraites actuelles ne suffisent souvent plus à boucler les fins de mois. Il y a aussi des salaires.
qui ne permettent plus de boucler les fins de mois. Donc c'est la suppression complète de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité, mais c'est aussi la réduction de la TVA sur tous les produits énergétiques, carburant, gasoil, enfin carburant, électricité, gaz, de la réduire de 20% à 5,5%, et pas uniquement jusqu'au mois de juillet, comme le propose M. Macron aujourd'hui, mais de manière définitive. Monsieur Waserman. Pour nous, c'est extrêmement important. Si vous permettez, je termine juste. Je voudrais quand même rappeler que le niveau des retraites et la désindexation des retraites sur le montant de l'inflation, c'est M. Macron qui l'a mis en place. Donc, c'est un petit peu facile de venir aujourd'hui promettre monts et merveilles. Qu'avez-vous fait pendant 5 ans? Qu'a fait M. Macron quand il était ministre? Il a fait beaucoup de choses, notamment pendant la crise du Covid. On aura l'occasion d'en reparler. Mais sérieusement, il y a un projet qui coûte 250 milliards. Votre projet de la France Insoumise, ça coûte 250 milliards. Et qui fait rentrer 267 milliards de recettes. Je finis simplement. Oui. 250 milliards, et vous avez expliqué que vous le financerez en hausse d'impôts de plein de façons différentes et de prélèvements. Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, quand vous promettez, je sais pas, j'ai vu sur votre programme beaucoup de promesses, le SMIC à 1 500 €, la 6e semaine de congés payés, vous promettez beaucoup d'avancées comme celle-là, mais en fait je me dis, où est-ce qu'on s'arrête? Pourquoi que 6 semaines de congés payés, pas 8? Pourquoi vous promettez le SMIC à 1 600 et pas à 1 800? Monsieur Waserman, on va continuer, on va en parler des salaires. J'aimerais juste faire circuler. Donc je crois que c'est le sérieux budgétaire qu'il faut regarder. Bien sûr, il y a une situation évidente, et Nicole en parlait très bien, qui est une situation de tension. Il faut trouver les justes mesures qu'on puisse financer, et il faut le faire évidemment dans la construction d'une solution viable. Thibault Vinci, excusez-moi, on va continuer parce qu'on va arriver au terme de la thématique. Ce serait dommage de ne pas pouvoir... Quand je suis interpellé pour un débat, c'est on va peut-être en parler lors de l'évocation de l'augmentation du SMIC. Alors, Thibault Vinci, qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat en urgence? J'attendais mon tour sagement. Déjà, merci Madame Bauer pour votre témoignage. Témoignage que je partage, parce que finalement, Madame est retraitée, mais... le pouvoir d'achat, ça touche tout le monde. Ça touche les étudiants, ça touche les chômeurs, ça touche les travailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, M. Waserman le disait tout à l'heure, c'est pas qu'en France, dans tous les pays d'Europe. Moi, j'ai la double nationalité, je suis à moitié italien. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En Italie, par exemple, le pouvoir d'achat, c'est très compliqué. Donc, vos propositions concrètes, là, pour le pouvoir d'achat? Je veux juste dire... Du coup, effectivement, là où on a une marge de manœuvre aujourd'hui, là où il faut agir, c'est là où l'État a une marge de manœuvre. Donc, je me retrouve dans les propos de Madame Omblin du Parc, malgré le fait qu'elle soit au Rassemblement national, le constat de dire qu'il faut agir sur les prix du carburant, de l'électricité, du gaz, c'est factuel. Après, on ne va pas se mentir, ce prix-là, ces économies-là doivent permettre aux citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les prix du gaz et autres, ça, c'est une grosse part on va dire, dans le pouvoir d'achat des ménages, mais dans la vie, on n'est pas là que pour payer son trajet en voiture pour aller travailler. Moi, je prends à titre d'exemple, il y a 20 ans, quand on me donnait 500 francs, je pouvais inviter tous mes amis au cinéma, aller faire prendre les pop-corn et aller manger avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, il y a 20 ans, c'était une autre bien sûr, désolée, bien sûr, il faut qu'on passe à la suite. Alexandre Wolf, vos propositions concrètes pour aider les ménages le plus en difficulté? Eh bien, tout d'abord, je propose d'augmenter le salaire net en divisant par 2 la CSG. La CSG qui a d'ailleurs été augmentée sous le dernier quinquennat. Et ça a été une hausse injuste. 2 retraités sur 3 ont été appauvris par cette hausse de la CSG. Et il est nécessaire de préserver le pouvoir d'achat de tout le monde, comme ça a été évoqué, que ce soit des étudiants, des employés ou des retraités. Et moi, député, je m'engagerai à refuser toute hausse des cotisations et également à toute baisse des pensions. Voilà. Alors justement, on va parler des pensions et leur niveau. On en vient donc aux pensions de retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la retraite moyenne est de 1 341 € net par mois. Nicole, vous vouliez aussi poser une question à ce sujet rapidement? En fait, je voulais poser la question, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une retraite minimum qui serait l'équivalent d'un SMIC net pour les gens qui ont une carrière pleine?
Alors, je me permets d'ajouter rapidement, une personne aujourd'hui qui a travaillé toute sa vie et gagné le SMIC se retrouve avec une retraite de 850 € net par mois. Nous sommes au-dessous du seuil de pauvreté qui est fixé à un peu plus de 1 000 €. Emmanuel Fernandez, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, une retraite à 1 400 €. 1500. 1 500 €, ça a changé depuis. Ça, c'est réaliste comme mesure? Bien sûr que c'est réaliste, et vous avez tout à fait raison, Madame Bauer, de dire que c'est inadmissible, après une carrière pleine, de se retrouver avec moins de 1 000 € par mois et de vivre sous le seuil de pauvreté. Dans quel pays serions-nous si on acceptait cela? Et le député sortant va nous expliquer que c'est irréaliste, que ça n'est pas finançable, que ça n'est pas raisonnable. Non, ce que je vais vous expliquer, c'est que nous, on a un engagement clair qu'a pris le président de la République sur un seuil minimum de 1 100 €, qui est nettement supérieur à celui que vous avez indiqué notamment pour une carrière complète. On pense que c'est un effort nécessaire de la nation. Il y a effectivement un vrai sujet sur les faibles retraites et le positionnement qui est pris. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réforme des retraites dans le dernier quinquennat, elle s'est arrêtée au moment du Covid, donc voilà, on connaît tous l'histoire. En tout cas, l'engagement est clair, il est chiffré, il est à 1 100 €. Voilà, après, vous savez que cet engagement est déjà dans la loi, ce n'est pas une nouveauté, c'est appliquer une loi déjà existante. Vous connaissez la loi, monsieur Lazarman. Non, le 1 100 € n'est pas du tout appliqué dans la loi, voilà. il n'est pas une réalité aujourd'hui. Voilà, il ne l'était pas la loi sous le quinquennat existante. précédent Ce non n'est plus, pas une idée d'Emmanuel socialiste. Macron. Donc l'engagement, il est clair. Le président Macron tient ses engagements. Il l'avait fait sur la taxe d'habitation. Quand il avait dit qu'il la supprimerait, il l'a supprimée. Il le dit sur la taxe télé. Il le dit également sur les retraites minimales à 1 100 €. Oui. Ombeline Duparc, il faut aujourd'hui une réforme des retraites. Vous êtes pour l'allongement de l'âge de départ à la retraite ou au contraire mais comment on fait pour sauver ce système de retraite? Alors, je ne suis... et d'ailleurs, tous les députés et candidats du Rassemblement national ne sont pas pour cet allongement de la durée de cotisation. Marine Le Pen l'a dit à moult reprises pendant la campagne des présidentielles. Nous sommes pour la possibilité d'une retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit. Il n'est pas question que les gens qui commencent à travailler à 35 ans s'arrêtent à 60. Ça n'est pas réaliste, on est bien d'accord. En revanche, nous voulons remonter le minimum vieillesse à 1 000 € et remonter les petites retraites. Et puis, les mesures de diminution de la TVA sur les produits de l'énergie, ça permet quand même de gagner entre 150 et 200 € par mois. Alors, pour les retraités, évidemment, mais aussi pour tous les ménages. Donc voilà, c'est ça notre proposition. Et on va continuer à parler de pouvoir d'achat avec ce deuxième thème choisi par nos citoyens, les jeunes face à la précarité. Merci Nicole. Et on s'intéresse tout particulièrement aux étudiants puisque, je vous le rappelle, le quartier de l'Esplanade et le campus universitaire se situent dans la deuxième circonscription du Bas-Rhin. Et pour en parler avec nous, Léa Santerre, bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. Vous êtes la présidente de l'AFGES, l'association fédérative générale des étudiants de Strasbourg. Léa, votre association gère plusieurs épiceries solidaires pour venir en aide aux étudiants les plus précaires. 10 ans que le réseau Agorae existe dans plusieurs campus français. À Strasbourg, aujourd'hui, 279 personnes bénéficient de cette aide, Léa. Oui, effectivement. Donc avec 3 épiceries sociales et solidaires qui se sont développées depuis 2013, on a atteint à l'heure actuelle 280 bénéficiaires, dont 4 enfants, donc qui sont des enfants d'étudiants, d'étudiantes, qui sont bénéficiaires eux-mêmes de l'épicerie sociale. Ça fait du coup une augmentation de 50% par rapport au nombre de bénéficiaires qu'on avait l'année dernière. Et par rapport encore à l'année d'avant, du coup c'est un triplement tout simplement des bénéficiaires qu'on peut avoir dans les épiceries sociales et solidaires. Donc on a d'un côté l'inflation, de l'autre côté des demandes de la part des organisations étudiantes, donc par rapport à des réformes des bourses, par rapport à un revenu universel de base pour les étudiants. Donc moi j'aimerais bien savoir du coup avec vous aujourd'hui quelles sont les mesures phares chacun que vous avez à proposer pour lutter contre la précarité étudiante grandissante. Emmanuel Fernandez, la NUP propose une allocation d'autonomie pour les étudiants, 1063 € pour les 18-25 ans en études ou en formation. Est-ce qu'on risque pas d'avoir des amphis pleins à craquer, des étudiants plutôt appâtés par cette allocation que par les études Alors, ce serait avoir une vision un petit peu particulière de l'engagement des jeunes qui souhaitent étudier et entrer à l'université.
C'est-à-dire, je pense que notre interlocutrice, Madame Santer, a l'air surprise aussi de cette supposition. Ça me paraît effectivement assez... On peut se poser la question, à un moment, une allocation qui est aussi élevée, est-ce que ça risque pas quelque part c'est pas une allocation qui est aussi élevée. Encore une fois, on parle juste du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que 1 060 € par mois, ça n'est pas un tas d'or. Ça permet simplement aux étudiantes et aux étudiants et aux jeunes qui seront en formation de pouvoir se payer un loyer, de pouvoir ne pas avoir à travailler à côté de leurs études, de pouvoir se nourrir dignement et de pouvoir simplement avoir une vie normale. Vous savez qu'aujourd'hui, pour trouver un studio à Strasbourg, c'est en dessous de 550-600 €. Vous ne trouvez plus rien. Vous n'avez pas encore payé votre chauffage. Une chambre en colocation, c'est 450 €. Donc, nous, d'ailleurs, par ailleurs, donc, nous mettrons en place cette allocation d'autonomie pour les jeunes, mais nous construirons également 15 000 logements étudiants par an, avec les tarifications qui permettent en dessous de 200 € qui permettent aux étudiants de se loger dignement, et nous rénoverons par ailleurs également le parc existant. Donc c'est tout simplement, on parle encore une fois du seuil de pauvreté. Se dire que 1 000 € ça permet, ou 1 063 € de se reposer dans un amphi, ça me paraît un petit peu caricatural. Alors justement, il existe une bourse, aujourd'hui, elle s'élève pour les plus précaires, pour les élèves les plus précaires, à 570 € par mois. C'est la question, est-ce que c'est suffisant ça pour vivre, Vous avez donné quelques éléments de réponse. Oui. Alexandre Wolf. Déjà sur cette question des bourses, je pense qu'aujourd'hui le système des bourses est arrivé à un niveau où il faut mettre en place la linéarisation des bourses. C'est qu'aujourd'hui, il y a le système des seuils qui fait que certains étudiants se retrouvent à un niveau finalement juste, par rapport aux revenus des parents, se retrouvent juste en dessous de l'autre seuil. Et aujourd'hui, il faut se battre pour cette linéarisation des bourses. Ensuite, sur le Crous et sur le logement étudiant, je pense que c'est un sujet qui est important, qui concerne... mon premier engagement politique, finalement, il a été à l'université. Donc, je suis content qu'on ait ce sujet également aujourd'hui. Et par rapport au logement étudiant, aujourd'hui, à titre d'exemple, à Strasbourg, seulement 7% des étudiants peuvent potentiellement être logés par le Crous. Et c'est clairement insuffisant. Aujourd'hui... Léa, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut absolument construire des logements étudiants ? Oui. Bon, c'est une demande très très forte du côté du secteur étudiant. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas vu de nouvelles constructions. Là, on en a une qui va être prévue pour la place d'Islande, mais clairement, on a pris du retard par rapport à d'autres villes et la population étudiante a continué à croître, mais malheureusement, les logements étudiants n'ont pas suivi derrière, ou en tout cas pas des tarifs adaptés. Et un chiffre qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, près de 20% des appels du 115 sont des jeunes de moins de 25 ans. Alors, on vient de dépeindre une situation assez dramatique pour ces étudiants. Qu'est-ce qu'il faut pour vous, Thibault Vincent, rapidement, en priorité ? Pardon, excusez-moi, Vincent, comme pardon. Les parkings ou Léonard, vous choisissez. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en priorité là pour les étudiants ? Alors justement, comme le temps visiblement est très compté, je vais... Tout à fait, je vous demanderai d'ailleurs de faire des réponses plus courtes pour qu'on puisse aborder les Madame thèmes. Pour les épiceries solidaires, c'est une très belle initiative. Et... les étudiants en ont besoin. Mais donc, du coup, moi, je vais parler de notre proposition à nous, au PRG, le centre-gauche. Nous, ce qu'on propose, on est pour l'égalité républicaine. En fait, il faut se dire les choses concrètement. Tous les jeunes ne partent pas avec du même point de départ. Il y en a qui ont des parents qui peuvent les aider plus que d'autres. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'à partir de l'âge de 18 ans, nous donnons un capital de 40 000 € à tous les jeunes, sous condition, c'est pas 40 000 € à aller claquer en boîte de nuit, c'est 40 000 €. Il y a un projet derrière, ils doivent montrer qu'ils ont par exemple, financer leurs études, ils peuvent servir à financer leurs études, financer un projet associatif ou un projet entrepreneurial. Bon, voilà. Donc 40 000 € à 18 ans, voilà, pour tout citoyen français, répondant donc à un minimum d'investissement, d'investissement. Dans les études. Monsieur Vazarman, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pourrais parler de la refonte du système de bourse qui est prévu, mais je voudrais parler de sujets extrêmement locaux. On s'était rencontrés avec la FGES. D'ailleurs, je salue votre action qui a été remarquable pendant la crise de la Covid, absolument remarquable. Vous avez souligné à l'époque les sujets notamment du logement. Je crois qu'il y a aussi des actions très concrètes à mener. Par exemple, un étudiant qui arrive n'a pas une espèce de plateforme pour partager les adresses dans le parc privé, parce que de toute façon, le parc de logement étudiant est beaucoup trop faible. Ça, c'est
urgent à faire, il faut le faire avec la collectivité, avec l'État, on peut vous aider avec la région, mais il faut le faire d'urgence, parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont très démunis pour trouver un logement. Et puis, dernière chose quand même, on parle des étudiants, mais vous avez abordé le thème sur le sujet de la jeunesse. Et bien là, on peut agir concrètement. Concrètement, j'ai par exemple, avec 65 coachs bénévoles, accompagné 300 jeunes vers l'emploi pour leur premier emploi, en particulier des jeunes qui n'avaient pas dans leur environnement familial le papa ou la maman qui avait tous les repères en termes du monde du travail. On va parler de l'emploi et je crois que pour les jeunes, l'accès à l'emploi est évidemment un enjeu majeur. C'est une façon, évidemment, après les études, de démarrer dans la vie et de démarrer positivement. Madame Duparc, votre proposition rapide pour les étudiants? Alors, pour les étudiants, parce qu'effectivement, il y a ce problème de précarité, j'en profite juste pour vous dire que j'espère que vous avez fait les demandes de subventions au Conseil régional, parce que nous en accordons un certain nombre pour les entreprises, pour les associations étudiantes solidaires et dispositifs que nous soutenons systématiquement. Plus concrètement, et dans nos mesures propres, nous, on propose un chèque apprentissage qui bénéficierait à tous les étudiants en apprentissage, en alternance ou en formation professionnelle et aux entreprises qui les soutiennent. Et pour les jeunes, ça se concrétiserait par un chèque mensuel, suivant leur âge, entre 230 et 330 euros par mois, donc qui permet de les aider. C'est aussi de soutenir les jeunes qui sont obligés de travailler pour financer leurs études en leur donnant un complément de revenus de l'ordre de 200 euros. C'est instauré pour les logements... Donc, pas mal de promesses, en fait, pas mal de bonnes... Pas mal de promesses, mais souvent soumises à conditions. C'est-à-dire que là, on vient de parler des étudiants en apprentissage, des étudiants salariés. Si effectivement, on avait avant la crise un étudiant sur deux qui était obligé d'être salarié, et j'insiste vraiment sur ce mot, c'était du salariat subi, pour le coup. C'était pas une volonté de travailler à côté des études, alors qu'on a déjà 35-37 heures par semaine. Laissez-les à terminer, s'il vous plaît. Ce serait bien aussi de penser de manière globale à l'aide qu'on peut fournir aux étudiants, étant donné que, d'une part, à l'heure actuelle, même si ces formations sont très enrichissantes, les formations en apprentissage ne sont pas majoritaires, et qu'un étudiant qui va être salarié à côté, évidemment, il faut continuer à le soutenir, mais que faire dans ce cas-là des étudiants qui ne sont juste pas salariés du tout parce que c'est impossible à côté ou parce qu'ils subissent aussi des discriminations à l'emploi? Je vous laisserai réfléchir à la question. On va devoir passer au prochain thème. Merci beaucoup, Léa, pour votre intervention. On s'intéresse à présent à l'économie, salaire, emploi, les entreprises sous pression. Et place maintenant à l'intervention d'un nouveau citoyen. Il n'a pas pu venir ce mercredi. Il nous a donc laissé un message. Paul Tripotin est à la tête d'un établissement de restauration du quartier de la Cruteno. Il emploie une douzaine de salariés. Voici sa question. Aujourd'hui, l'un de mes soucis dans mon activité, c'est le recrutement de personnes. On en entend beaucoup parler, évidemment, dans la restauration. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour redorer un petit peu le blason des métiers de la restauration, de l'artisanat en général, pour diriger les jeunes vers ces activités-là et vers ces cursus-là. Alors voilà, situation assez paradoxale. Des métiers de la restauration qui souhaitent recruter mais ne trouvent pas de candidats, en tout cas de candidats assez qualifiés, et un taux de chômage finalement assez élevé sur la circonscription. On est à 7,6% environ. Certains quartiers atteignent même les 30% de chômage. Sylvain Wasserman, donc des employeurs prêts à recruter, des quartiers où le taux de chômage est très élevé. Elle est où l'erreur là? Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Alors déjà, une des solutions, c'est l'apprentissage. Je vais vous donner juste 2 chiffres, puisqu'on a demandé des réalisations concrètes pendant le mandat. 2016, il y avait 280 000 apprentis en France, et ça faisait 20 ans que j'entendais en Alsace, à juste titre, dire le jour où on fera comme l'Allemagne, on aura réussi quelque chose en matière d'apprentissage. Aujourd'hui, plus de 718 000 jeunes en apprentissage. On est passé de 280 000 à 718 000. Et pourquoi? Parce qu'on a pris un modèle finalement à l'allemande, où main dans la main avec le monde économique, on définit combien de jeunes on forme sur quel métier. Emmanuel... Donc l'apprentissage, point numéro 1. Et le deuxième, je le redis, des solutions d'adéquation entre les jeunes qui cherchent et les entreprises qui recrutent. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'initiative. Et il y a beaucoup d'initiatives comme celle-là, des jeunes vers l'emploi. Il faut fédérer ces initiatives et faire en sorte que Strasbourg soit la première ville de France où tout jeune qui souhaiterait être accompagné
un coach bénévole, par une femme ou un homme d'entreprise vers l'emploi, puisse avoir cette bienveillance, cet accompagnement pour l'amener jusqu'au CDI ou au CDD de plus de 6 mois. Voilà pour ces difficultés de recrutement. Notre restaurateur de la Cruteno avait une autre question, on l'écoute. Moi, bien sûr, je serai le premier à vouloir que tous mes employés soient augmentés et que tout le monde ait un salaire qui soit juste et qui reconnaisse le travail de tout le monde. Maintenant, ça posera forcément la question de comment on fait, nous, en tant qu'entreprise, pour absorber cette augmentation de charges. Du coup, quelle est la logique qui est derrière? Augmenter les salaires d'une part, mais pour voir une augmentation des prix derrière et une inflation générale, comment on peut faire pour ne pas en arriver là? Voilà, Emmanuel Fernandez, ce restaurateur soulève une bonne question finalement. En augmentant le SMIC à 1 500 €, est-ce qu'on ne va pas rajouter de l'inflation à l'inflation? Alors, encore une fois, nous augmenterons les salaires car il y a dans ce pays une urgence sociale. L'augmentation des salaires, commençant par le SMIC à 1 500 € bénéficiera aussi très directement au patron de ce restaurant. Puisque ça lui permettra aussi d'avoir de la clientèle, tout simplement. Aujourd'hui, quand on ne peut pas remplir, moi je pense à une dame que j'ai vue au marché du Neuf la semaine dernière, qui me disait avec les 20 € dont elle dispose, elle ne peut plus remplir son chariot de course. Donc elle ne peut, à plus forte raison, aller au restaurant. Donc il s'agit d'une politique de relance. Et je vois un député sortant un petit peu fébrile aujourd'hui, et on peut le comprendre, c'est difficile d'assumer un bilan aussi dévastateur en termes social et écologique par ailleurs. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Mais donc, le député sortant qui me jette les 250 milliards de dépenses, il y a 267 milliards de recettes qui seront à placer à côté de ces dépenses. Ça s'appelle une politique. Les recettes, ça s'appelle une politique de relance, Monsieur Waserman. On a oublié ça depuis une bonne vingtaine d'années dans le pays, mais ça existe. C'est-à-dire augmenter les salaires, augmenter la consommation populaire. Vous savez que... Alors, est-ce que Emmanuel dans Macron, ce contexte d'inflation mondiale, est-ce qu'une politique de relance va avoir ses effets escomptés? Je termine malgré tout mon propos. Emmanuel Macron a réussi à augmenter des choses pendant son quinquennat. C'est la fortune des milliardaires. Les 5 milliardaires de ce pays les plus riches ont vu leur fortune passer de 120 milliards à 420 milliards. 300 milliards, c'est le budget de l'État, monsieur le député sortant. Donc, l'argent existe. Il s'agit de remettre en place un système fiscal juste qui permette de redistribuer. Le ruissellement n'a pas eu lieu. Et donc, nous ferons cette politique de relance. Mais bien sûr, et il a raison, le restaurateur, de considérer qu'il faut mieux payer ses employés. Et nous l'aiderons en rendant l'impôt sur les sociétés progressif et en mettant une caisse de péréquation pour que les gros payent gros. Dans cette interview qu'il aura du mal à augmenter ses salaires puisqu'il devra répercuter cela sur les prix de ses produits. Si vous regardez la mesure d'augmentation du SMIC dans notre programme, elle est décrite de telle manière qu'elle se termine en disant le SMIC sera augmenté à 1 500 net dès le début du gouvernement d'Union populaire que nous mettrons en place avec Jean-Luc Mélenchon et nous soutiendrons les TPE et PME. Progressivité de l'impôt sur les sociétés, caisse de péréquation pour les cotisations patronales pour que les gros payent gros, car il y a des gros dans ce pays. Alors, je vais vous demander à vous, Ombeline Duparc, vous n'êtes pas pour l'augmentation du SMIC, a priori, hein? Alors, nos propos... il faut quand même que le gouvernement en place et que les candidats de la majorité se souviennent que la vitalité économique de notre pays, ce sont justement les restaurateurs, les petits commerçants, les artisans, et que il ne faut pas non plus les comparer comme d'autres à ma droite aujourd'hui, mais pas forcément sur l'échiquier politique, pourraient le faire à des patrons du CAC 40. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant qui soit fait entre l'État et ces gens qui sont des créateurs d'emplois. Donc nous, les mesures que nous proposons, c'est déjà de permettre une augmentation des salaires jusqu'à 10% dans la limite de 3 fois le SMIC, complètement exonéré de charges sociales, parce que les gens le voient. Les gens le voient sur leur feuille les salariés le voient sur leur fiche de paye entre ce qu'ils gagnent et ce qui coûte à leur patron. C'est juste vous demander vraiment de faire des réponses plus courtes. C'est très, très important. On a vu les dispositifs et l'État a un rôle à jouer aux côtés notamment des restaurateurs, on en parle. C'est le rôle qu'il a joué pendant la crise de la Covid. On a travaillé aussi avec un restaurateur de la Cruteno parce que les dispositifs n'étaient pas exactement adaptés. Il a fallu les améliorer. Mais je crois que vous avez raison, l'État a un rôle à jouer et les PME, TPE sont la richesse de notre tissu économique et qu'il faut... Alexandre,
termine juste. France a été un des pays qui l'a plus fait durant la Je vais vous donner la parole, Alexandre Wolf, il faut qu'on avance. Je suis désolée. pense Comment trouver le juste équilibre entre soutien des entreprises Il faut tout d'abord, parce que j'entends ici beaucoup de personnes qui veulent mettre en place des nouveaux impôts, des nouvelles taxes, etc. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe de la pression fiscale et de la pression sociale sur les entreprises et les ménages. Donc aujourd'hui, je pense très sincèrement, quand on voit le code du travail aujourd'hui, il est compliqué. Et aujourd'hui, il faut arrêter de stigmatiser les entrepreneurs et les entreprises et tout ça, comme ça peut être fait par certaines personnes et un certain camp politique qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils mettent... Donc c'est quoi? Suppression des charges patronales, réduction? Il faut un contre-choc fiscal. Aujourd'hui, pour embaucher, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'embaucher, mais qui ne peuvent pas. Parce que financièrement, il y a une vraie charge supplémentaire. Et quand on regarde aujourd'hui le salaire que touche concrètement une personne, eh bien, elle coûte le double à l'employeur. Bien, on va devoir... Moi, je peux parler du brut. On va vous faire intervenir dans le prochain thème, s'il vous plaît. Dans les cotisations, vous avez la sécurité sociale, vous avez l'allocation chômage, vous avez la retraite. C'est pas le salaire brut est touché de manière différée par les salariés. Alors, allez-y, Thibault Vinci, votre proposition pour trouver ce juste équilibre entre soutien des entreprises et salariés. Aujourd'hui, en ouvrant la presse régionale, il y avait encore un article sur un restaurateur qui ne trouve pas pour embaucher. C'est factuel, il faut augmenter les salaires. Et il faut justement aller dans le sens de tout ce qui peut se faire pour augmenter ces salaires. Donc moi, demain, si je suis député, avec les députés du Parti radical de gauche, nous soutiendrons tout ce qui va dans ce sens-là. Monsieur Waserman parlait tout à l'heure de la formation. Ce sont des bonnes choses. C'est des choses que, par exemple, à titre personnel, je pourrais soutenir. Après, il y a du bon dans ce que chacun propose. Ouais. Il y a aussi tout ce qui est fiscalité. Effectivement, aujourd'hui, il faut aussi donner un coup de pouce aux entreprises. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on est dans une situation difficile et aux entreprises aussi aujourd'hui de faire un effort national. Merci beaucoup. Voilà pour les aspects économiques. Passons à un secteur qui est au cœur de l'actualité depuis 2 ans, qui fait encore la une aujourd'hui. L'hôpital public, un hôpital à bout de souffle. Et bienvenue à vous, Sébastien Arscoat. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il y a quelques mois, avec des collègues, vous avez initié la minute de silence pour la mort annoncée de l'hôpital public. Une initiative qui a fait tache d'huile dans tout l'Hexagone. Hier encore, Sébastien, importante mobilisation dans les établissements hospitaliers partout en France pour dénoncer un hôpital public qui se meurt. C'est en tout cas ainsi que vous décrivez la situation. Oui, tout à fait. Comme je l'ai encore rappelé hier, je pense que c'est plus une façon d'alerter, c'est véritablement, je pense qu'on y est. L'hôpital est vraiment en train de s'effondrer sur lui-même. Alors, de plus en plus, je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup de mes collègues se demandent si c'est pas quelque chose qui, on va dire, c'est pas un objectif actuellement. La preuve, c'est que déjà, la première chose, c'est que le débat de la santé a été un grand oublié des présidentielles. Donc, merci de m'inviter pour qu'au sein des législatives, ça puisse enfin apparaître. De toute façon, là, je pense qu'on est au cœur du sujet, puisque clairement, ça craque de partout. On a beaucoup de services d'urgence qui sont en train de souffrir, de ne plus pouvoir assumer le service public. Et quelle serait votre question aujourd'hui à ces 5 candidats ? Voilà, c'est le symptôme de l'hôpital. Donc, ma première question, et si vous pouvez me faire une réponse relativement simple et courte, parce que j'aurais d'autres questions à vous poser, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que vous en avez compris de la crise de l'hôpital. Monsieur Waserman, allez-y. Alors, en tout cas, on a été voir Monsieur Galli avec le Premier ministre à l'invitation des trois députés de la majorité. Il est arrivé avec 200 millions d'euros de reprise de dette, 180 millions exactement, plus 20 millions pour la santé, notamment la pédopsychiatrie, ainsi quelques dizaines de millions d'euros sur la trésorerie. Mais ce n'est pas qu'un problème d'argent. Et je crois que c'est un message très clair, avec notamment des enjeux de gouvernance. Il y a eu des gouvernances trop comptables et pas assez, on va dire, métiers, si je puis le dire comme ça, et une souffrance évidemment qui est ressentie. Les 100 € du Ségur pour les infirmières ne suffisent pas, on le sait, c'est un chemin, c'est une étape. Et donc, de même qu'on va faire, que le plan d'urgence, par exemple, les 200 millions d'euros, c'est le 2e hôpital de France le plus aidé. Donc c'est pas abstrait. 200 millions d'euros de dette des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont été repris tout récemment par l'État, c'est un signe concret. Ça suffit pas.
L'argent ne suffit pas pour l'hôpital. Enfin, c'est un élément important. Et ce n'est pas suffisant, il faudra le poursuivre avec la Première ministre, comme on a pu le faire à l'époque avec Jean Castex. Alors, Emmanuel Ascot, vous vouliez réagir Oui, juste rapidement. Vous réfutez la vision comptable de l'hôpital, mais c'est vous qui l'avez mise en place avec vos prédécesseurs dans cette politique libérale où la santé devient un business. Vous voulez dire c'est avec, les prédécesseurs, les pouvoirs précédents depuis Nicolas Sarkozy, qui ont mis en place à l'hôpital pas moi, les pouvoirs cette logique. C'est monsieur. Emmanuel Macron et les pouvoirs précédents, donc votre majorité sortante, ont utilisé cette vision de l'hôpital qui est un hôpital business qui doit faire du profit. Je crois qu'il y a un nouveau directeur général aux avec US, la T2A. Vous verrez que ce n'est pas du tout son approche, je pense que vous le savez. Vous souhaitez rester démocrate, monsieur Wasserman, donc on va essayer de ne pas s'interrompre. On pourra en discuter. On va essayer de ne pas s'interrompre. Vous avez déjà suffisamment parlé. Donc, la vision comptable... Pas à vous d'en juger, je pense. La T2A, la tarification à l'acte et la durée moyenne de séjour sont des indicateurs de performance qui ont été mis en place dans les 15 dernières années, par notamment M. Castex lorsqu'il travaillait avec M. Sarkozy, par Madame l'ancienne ministre de la Culture également, Madame Bachelot. Donc voilà, donc c'est une vision dont il faut sortir. Il faut donner les moyens à l'hôpital. Nous rendons les moyens à l'hôpital public de traiter les patients. Il y a aujourd'hui 120 services d'urgence qui sont fermés. C'est absolument scandaleux dans ce pays. On va parler de cette inquiétude qui monte dans les services d'urgence. C'est l'été qui va sans doute poser un gros problème. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Sébastien, parfois de faire face à un mur, de vous battre dans le vide ? Très clairement, parce que je vais un peu faire relais avec M. Wasserman qui dit qu'on a 250 millions qui sont déposés sur la table. À quelle contrepartie ? Je ne sais pas si vous savez, mais vous l'avez peut-être lu, il y a le plan d'avenir qui nous promet quoi ? De verser beaucoup d'argent pour essayer de combler la dette que doivent payer les soignants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour ça, il va falloir quand même réduire les coûts, réduire encore une fois le nombre de personnel. Il va falloir travailler plus avec moins de moyens. Et donc là, il y a déjà une perte de sens, une profonde souffrance des soignants. Et vous nous dites, mais attendez, il n'y a pas de problème, le nouveau directeur va dans le même sens que le gouvernement. Grosso modo, on est dans un système où, clairement, en effet, moi je vais vous dire que la situation de l'hôpital. La situation de l'hôpital, c'est que vous avez des personnes qui travaillent avec du sens, qui donnent beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on l'a montré avec la première vague Covid. Et Monsieur le Président a dit que l'hôpital devait être hors des lois du marché. Absolument. Et que c'est un bien commun que nous devons conserver. Et grosso modo, c'est ce qu'ils ne le font pas. Et donc, pour terminer, en fait, on est quand même encore dans cette loi comptable où, à un moment donné, actuellement, ce plan d'avenir, ça promet juste de donner des fonds de l'hôpital pour combler un déficit dont nous ne sommes pas responsables et, au final, de travailler avec moins de moyens. La deuxième de mes questions, je vais vous dire la deuxième question qui va être subtilement et qui sera en effet quelque chose qui serait, malheureusement on n'a pas trop de temps d'en discuter, mais ma deuxième question c'est, voilà, maintenant concrètement il y a deux choses, c'est que en fait il y avait un été difficile qui grosso modo promet des grandes vagues de départ. Ça ne promet que ça, parce que quand les agents ne pourront pas partir en vacances ou seront dans des conditions très difficiles, il va y avoir beaucoup de vagues de départ. Comment on va pouvoir cet été assurer le soin, qui est une loi ? Chaque citoyen doit pouvoir accéder aux soins, quoi qu'il en soit. Ça, c'est une première chose. Et après, dans l'avenir, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Alors, Alexandre Wolf, vous vouliez réagir ? En effet, il y a l'urgence de cet été, mais en plus de ça, je pense qu'il y a aussi l'urgence du moyen et du long terme. Parce qu'il faut aussi avoir une vision. Je pense que les politiques qui ont précédé ont peut-être pas eu assez cette vision à moyen et long terme de l'hôpital public. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a aussi énormément de déserts médicaux dans toute la France. Et je pense qu'il faut absolument aussi décentraliser un maximum pour pouvoir avoir des décisions qui soient prises au plus proche des problématiques locales. On a évoqué cette crise des vocations, difficile de trouver des jeunes qui s'investissent dans l'hôpital public. Beaucoup de personnel s'en va. Qu'est-ce qu'on fait pour leur donner envie, Ombeline Duparc, de rester à l'hôpital public, à tout ce personnel soignant ? Alors, ce qu'on fait, je connais pas mal de problèmes parce que j'ai eu un très long échange avec le professeur Bilbao il y a quelques semaines de cela. Donc, je vois bien de quoi vous parlez. J'ai connu... heureusement et malheureusement, les urgences du NHC de Strasbourg, je dirais malheureusement pour la partie organisationnelle, mais heureusement pour la qualité
du personnel et des soins. Ce qu'il faut, c'est évidemment recruter massivement des infirmiers. 18 000 fermetures de lits dans le quinquennat Macron, c'est juste un truc de fou qui a continué pendant la crise du Covid. C'est inacceptable. 5 700 pendant le Covid. Il faut recruter, mais il faut revaloriser les salaires. Une infirmière qui a une prime de 8 € en faisant une garde de nuit, c'est juste inadmissible. Mais il faut aussi, et là c'est un problème peut-être plus organisationnel et structurel, il faut aussi organiser les suites de soins. Parce que si j'ai bien compris, il y a des bouchons aux urgences parce qu'il n'y a pas de place dans les services hospitaliers. Et pourquoi il n'y a pas de place dans les services hospitaliers? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les EHPAD, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les services de suite de soins et de rééducation, dans les services gériatriques. Et donc on a un embouteillage, on a des entonnoirs partout. Donc c'est toute cette chaîne qu'il faut retravailler. Et il faut aussi vous semblez tous assez d'accord là-dessus. Il faut redévelopper les gardes dans la médecine de ville pour pouvoir soulager des urgences, les situations qui ne sont pas très urgentes. Oui. Vinci, je vous écoute. Bon, l'avantage quand on passe en dernier, c'est que tout a été dit. Mais bon, je vais faire la synthèse. Allez-y, oui. Et voilà, faites la synthèse. Un peu plus de temps de parole sur le dernier thème. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 3 budgets dans lesquels on ne peut pas couper. C'est la sécurité, l'éducation et la santé. Sur ces 3 budgets, il faut faire le maximum. Il faut recruter. Donc, les choses ont été dites. Forcément, ce n'est pas uniquement le dernier gouvernement qui est responsable, même s'il a continué à faire des fermetures de lits et à creuser. Et moi, je proposerais une chose, qu'on commence déjà aussi à réintégrer les soignants qui ont été suspendus. C'est une proposition d'ailleurs de Patrick Pelou, le président de l'association des et vous me direz si j'ai tort ou pas. Moi, je connais pas mal de monde dans le milieu hospitalier qui me disait que pendant la crise du Covid, certains soignants allaient travailler alors qu'ils étaient positifs, et certains qui, du coup, n'étaient pas vaccinés, mais qui n'étaient pas positifs, ne pouvaient pas travailler. Donc, du coup, petite incohérence. Et donc, du coup... Est-ce que ça sera une solution, Sylvain Bazarman, ça de réintégrer le personnel soignant Oui, moi je pense qu'il est temps de reconsidérer la position sur le sujet. Il y avait une logique de dire que le soignant doit se faire vacciner. Je note ce que vous dites, monsieur le député. Mais moi, à titre personnel, je suis assez favorable à ce qu'on remette le sujet sur la table au fur et à mesure où l'épidémie, évidemment, décroît. Alors, il y a une vague qui revient. Moi, je pense qu'il y a une exigence. Il y a une exigence de vaccination. Moi, je suis favorable à la vaccination, évidemment. Il y a des mesures courageuses qui ont été prises. On ne va pas y revenir. Mais en tout cas, je pense qu'au fur et à mesure où la pandémie disparaît, et j'espère qu'elle va disparaître, c'est une décision à mettre sur la table, en tout cas. Voilà, merci beaucoup Sébastien Arscoat, merci d'être intervenu sur notre plateau. C'est maintenant l'heure d'aborder le dernier thème de ce débat politique, la crise de confiance. Et c'est donc dans ce contexte économique, social difficile que les électeurs seront appelés aux urnes ce dimanche. Jamila Adoum nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Cette habitante du quartier du Neuhof, particulièrement engagée auprès des jeunes, particulièrement engagée pour la citoyenneté. Avant de vous laisser la parole, Jamila, regardons ensemble ces chiffres. Nous avons pris un bureau de vote du quartier du Neuhof, celui de l'école Guy Neumer. Vous voyez le taux de participation pour les élections législatives de 2017, 26% seulement des inscrits s'étaient déplacés contre 39% pour toute la circonscription. Et même pour la présidentielle, elle a très peu mobilisé dans ce bureau de vote. Moins d'un électeur sur 2 s'est présenté aux urnes. Voilà, face à ce constat, Jamila, il y a une question que vous vouliez poser aux candidats. Voilà, comme on peut voir, c'est les chiffres qui parlent. Et plus on avance, plus les citoyens baissent les bras et moins ça va. Et aujourd'hui, ma question, elle est comment expliquer ça? Et selon vous, que cela révèle? Alors, on va commencer avec vous, Thibaut Vinci. Vous vouliez réagir sur ce thème? Oui, en plus, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. C'est vrai que je fais le même constat que vous. On l'a vu aux dernières élections il y a un an, que ce soit les régionales ou les départementales. Alors là, les chiffres sont catastrophiques. Les chiffres sont catastrophiques. Oui. Les municipales aussi, c'était pas fameux. Mais alors, l'an dernier, c'était... Enfin, voilà. Du coup, c'est vrai que c'est ce qui peut expliquer ces chiffres, c'est déjà...
il y a un manque de connaissance des citoyens par rapport aux institutions de la République. Moi, je me rappelle, alors pourtant je suis pas très vieux, hein, mais à l'époque, on avait de l'éducation civique à l'école. Alors, c'était déjà insuffisant, mais aujourd'hui, on en a quasiment plus du tout, voire plus du tout. C'est vrai qu'il faut parler aux jeunes, leur expliquer ce qu'est un député, ce qu'est un conseiller, l'utilité d'un conseil départemental, régional et autres. Donc tout ça, déjà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a de l'abstention. Et la deuxième raison, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la crise de la parole politique. Moi, je prends un exemple. Quand on voit un monsieur Véran, par exemple, qui vous dit que le masque ne sert à rien, pour quelque temps après vous dire qu'il sert à quelque chose, pour vous dire plus tard qu'on ne fera pas de passe sanitaire. Et ça, vous pensez que c'est ça qui fait que les électeurs ne se rendent pas au... Ça fait partie, ça contribue, puisque la parole politique, finalement, on se dit, mais finalement, on se demande, mais ils ont dit une chose, puis ils ont dit une autre. Finalement, on apprend aussi qu'il y a des cabinets de conseil. Alors vous êtes d'accord, Alexandre Wolf, là-dessus, qu'il y a finalement une image un peu brouillée des politiques aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une vision brouillée avec des personnes qui, à un moment donné, sont dans un parti et puis, pour des calculs parfois mathématiques, changent de camp. Je pense que la parole donnée est importante. Et quand on donne sa parole à un citoyen, c'est comme quand on donne sa parole à quiconque dans la vie, peu importe que ce soit la politique ou au travail, dans tous les domaines. À un moment donné, il faut respecter la parole donnée. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est quoi, c'est l'intégrité de l'homme politique ? Bien sûr, bien entendu. Aujourd'hui, je pense qu'on le remarque, il y a eu une crise pendant les 10 dernières années où de tous bords politiques, on a pu voir des situations catastrophiques de certaines personnalités politiques, de tous bords. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, moi, je représente une nouvelle génération. J'ai 26 ans, je suis très jeune en politique. Et j'ai envie d'apporter une nouvelle voix aussi au sein de tous les quartiers, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, notre circonscription, et ça, on ne l'a pas beaucoup évoqué, elle est hétérogène. On l'a dit tout au début, mais elle est hétérogène. Et on a des situations qui sont complètement différentes d'un quartier à l'autre. Et il faut pouvoir amener tout le monde sur une même situation. J'ai discuté avec un animateur du CSC de la Méno qui me disait qu'aujourd'hui, il y a un chemin qu'on doit prendre, c'est par exemple conduire et amener les jeunes à se former dans la digitalisation. Parce que alors là, je suis désolée, on s'écarte du sujet, je comprends tout à fait. Je voudrais quand même m'adresser à nouveau à Djamila, à Doum. On vous connaît bien à Strasbourg, hein. On connaît votre engagement et vous avez fait la une de la presse nationale et même internationale avec le challenge citoyen. Rappelez-vous, c'était en 2016, quelques mois avant l'élection présidentielle. Regardez. On a lancé un défi à tous les quartiers de France. Participez au grand challenge citoyen. Le principe est simple. Il suffit que votre quartier affiche le meilleur taux de participation au premier tour des élections présidentielles. Et de grands artistes viendront chez vous, dans votre quartier, fêter avec vous la victoire à ce challenge. Alors, on compte sur vous. Voilà, c'était il y a 5 ans. 5 ans plus tard, qu'en reste-t-il, Djamila Doum ? Vous n'avez pas renouvelé l'opération cette année. Est-ce que vous avez baissé les bras ? Alors du coup, on n'a pas renouvelé parce qu'on ne le souhaitait pas. C'était tout simplement un manque de moyens. Ça demandait de l'énergie qui était vraiment qui dépassait notre espérance. On a le directeur qui s'était impliqué, les animateurs, on avait des bénévoles. Aujourd'hui, le constat, il est surtout qu'on a l'impression qu'on a fait un pas en arrière encore, alors qu'avec ce projet, on était censé avancer. Mais il faut savoir que pendant le challenge citoyen, on a toqué à plus de 4000 portes du quartier avec toute l'équipe et des bénévoles. Et on a entendu un petit peu de tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déçus et ils en ont marre. Ils en ont marre des mensonges. Ils en ont marre que aussi par rapport aux candidats qui sont présents avant. On les écoute, ils sont à l'écoute avant les élections. Une fois qu'ils ont été élus, on les voit plus. Et c'est aussi exactement le manque de communication. J'ai envie de relever, quand il fallait mettre les masques et se laver les mains, on a su faire, on a su communiquer comme il fallait. C'est rentré dans la tête des gens. Tout le monde a compris, celui qui savait lire, celui qui ne savait pas lire, celui qui était aveugle, tout le monde a compris. Par contre, là, on n'explique pas qu'aujourd'hui, dans les législatives, on va élire une personne qui va être notre porte-parole, qui va pouvoir voir nos problématiques, qui vont pouvoir apporter peut-être des solutions en proposant des lois et même retoquer certaines lois. Ça veut dire que c'est des élections extrêmement importantes. Et pourtant, quand on demande, les gens, ils ne sont au courant de rien. Alors, qu'est-ce que vous vouliez poser comme question, Djamila, ma question, elle est là par rapport à ça. Vous qui êtes candidat aujourd'hui, parce que
on ne se cache pas que pour certains candidats, ça ne les arrange pas non plus d'avoir des personnes qui viennent des quartiers. Donc, est-ce que le taux d'abstention peut peut-être aussi arranger? Mais est-ce que la solution, ce ne serait pas plutôt que tous les Français apportent un vote? Clairement. Oui. Alors, ce que vous dites est extrêmement juste et je pense qu'au-delà des problèmes de communication, il y a une chose qui démotive beaucoup les citoyens et on le voit, on l'entend beaucoup en discutant avec les gens, c'est aussi le mode de scrutin et l'absence de proportionnel. Parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui se disent j'aimerais bien voter pour tel candidat, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes qui sortent, donc ça ne sert à rien d'y aller. Et ce que vous dites est très juste. Il y a les candidats qui font des dizaines de promesses électorales et puis une fois qu'ils sont élus, on les tient moyennement. Et pour faire très rapide et laisser la parole aux autres, je me permets de dire que quand vous regardez le vote dans les villes RN qui sont passées RN en 2014, vous regardez le vote à toutes les élections dans ces communes-là, le vote il est comme ça. Pourquoi ? Parce que les maires qui ont été élus ont tenu leurs promesses et ils ont tous été réélus au premier tour avec des pourcentages extrêmement forts. Et je crois que c'est ça qui redonne la confiance des citoyens dans le vote, c'est de tenir les promesses qu'on tient. Monsieur Wasserman. Je pense que pour les législatives, il y a deux clés. D'abord, l'exemplarité. Je voudrais rappeler que, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, une des premières mesures qu'on a prises, c'est d'aligner la retraite des députés sur le régime général, comme tous les Français, d'aligner le chômage des députés sur le régime général, comme tous les Français, de mettre des notes de frais avec des experts comptables obligatoires, comme tous les patrons d'entreprise ou toutes les associations. Ben ça, c'était juste normal, mais ça fait 40 ans que ça aurait dû être fait. Mais ça, est-ce que c'est cette information-là, elle arrive jusqu'au bureau de vote? Ça, c'est en tout cas, les médias s'en font peu l'écho, Et mais par je suis contre, sûr que vous le ferez plus à partir pour le Grand Est, Mais et puis l'exemplarité, c'est le Grand premier Est point. après, Et le deuxième point, c'est ce que j'appelle les circuits courts entre les citoyens et les lois qu'on vote à Paris. La loi sur les associations, je l'ai écrite avec 112 associations de Strasbourg et d'Ilkirch-Grafenstaden. On a piloté des amendements sur la propriété intellectuelle avec les experts de Strasbourg, sur la ceinture verte avec une association très engagée, sur des thématiques de mesure de l'achat public dans les collectivités. Mais comment donner envie aux électeurs d'aller mettre leur bulletin dans leurs urnes? Aujourd'hui, un citoyen peut changer les lois, vous l'avez très bien dit, et votre action est remarquable. Tout le monde, je pense, autour de la table la salue. Oui. Mais montrer aux citoyens qu'ils peuvent agir sur les lois qu'on vote à Paris. Et c'est une réalité. Il faut prendre des exemples concrets et montrer que ces lois, elles peuvent aussi naître dans notre circonscription et sans faire l'écho à Paris. Jamila, vous voulez dire Allez-y, allez-y, Jamila. En fait, c'est ce qui se passe, le vrai problème, parce qu'on est sur le terrain. Je ne suis pas la seule, hein, on est du monde derrière à être sur le terrain et on a vraiment un problème. C'est que ce problème-là, on parle de communication, mais il faut encore pousser la chose encore beaucoup plus loin. Moi, j'ai envie de répondre à madame, justement, parce que... le sujet, non, alors, attendez, laissez-la terminer déjà, parce que... Voilà. Donc, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis face à vous, je suis porte-parole de personne, je révèle juste des témoignages qui m'ont été dits directement et les citoyens sont fatigués. On a toujours espoir, quand je dis on, parce que je m'inclus, j'irai, je continuerai à voter, mais aujourd'hui, le fait que les gens vont de moins en moins, il y a un gros problème. Des citoyens fatigués, Emmanuel Fernandez, vous comprenez ou bravo, effectivement, pour votre démarche en 2010. On voit que les bibouches ont bien grandi depuis. Ah oui, ils ont grandi. Rapidement, oui, donc les 4000 portes, on les a frappées, nous, ce coup-ci, pour l'élection présidentielle et législative. On avait des affiches qui poussaient effectivement les gens à penser à aller s'inscrire, à aller voter. La résignation, c'est le même ennemi. Nous avons le même ennemi, c'est la résignation. Nous avons intérêt à ce que la participation soit massive. D'autres ont intérêt à ce Merci beaucoup. Non, je suis désolée. Merci, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous, candidats de la deuxième circonscription, d'y avoir participé. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, votre édition régionale. À très bientôt.